Bonjour à toutes et à tous. Alors normalement, vous pouvez bien voir l'écran. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Je suis pas sûr que vos micros marchent. Il me semble que dans les paramètres de la réunion, vous pouvez pas mettre vos micros. Alors, du coup, donc pour poser des questions, il faudra soit passer par le chat et on y répondra, soit faudra faire une demande d'autorisation. Je ne sais pas concrètement comment ça se fait, mais sinon, n'hésitez pas si jamais vous voyez que vous ne pouvez pas du tout parler, mettre la question dans le chat et on y répondra. Alors, je vais voir. Parce que j'ai deux personnes qui lèvent la main. Alors, Monsieur Gallo qui levait la main. Ouais. Euh, Alors, on attend encore une minute que les dernières personnes se connectent. Hop. Je vais commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est un bon nombre déjà. Donc, on va commencer. Voilà, donc merci déjà à tous d'être présents pour ce webinaire qui porte donc effectivement sur le sponsoring et le mécénat. L'idée, c'est d'avoir justement de vous apporter quelques éléments d'information pour que vous ayez quelques clés sur ces deux sujets en fait qui sont bien distincts. Donc, on va essayer de bien axer sur la distinction entre les deux notions. Et puis après, on vous montre, enfin, on vous donnera quelques exemples et quelques conseils pour essayer d'actionner ces leviers pour avoir un petit peu plus de fond. Donc, me concernant, je m'appelle Gwendal Madec, je suis juriste à la Fédération française des clubs omnisports. Et, euh, et donc voilà, je laisse Mathieu se présenter. Et donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Mathieu Guérin, je suis juriste stagiaire à la Fédération française des clubs omnisports. Et donc aujourd'hui avec Gwendal, on va animer ce webinaire à deux. Parfait. Donc, effectivement, alors, si ça veut bien. Voilà. Comme je le disais un petit peu, l'idée, c'est vraiment donc de bien comprendre la distinction entre le sponsoring et le mécénat. À savoir, juste, on en reparlera tout à l'heure, mais on parle de partenariat et de sponsoring. Les deux, c'est la même chose. Par contre, il faudra bien effectivement faire une distinction entre partenariat slash sponsoring et le mécénat. Donc, on vous donnera ces petites clés tout à l'heure. On va commencer avec une petite introduction et puis on vous donnera aussi quelques exemples. Et enfin, on vous proposera quelques idées, quelques clés pour aller chercher de la prospection, pour chercher à fidéliser des partenaires ou des mécènes. Voilà, donc dans un premier temps, vous voyez que le contexte, et vous le savez mieux que personne, enfin, le contexte global fait que les financements publics sont actuellement en baisse. Là, on voit la dotation globale de fonctionnement qui baisse depuis des années. Et donc, il est forcément un petit peu compliqué d'aller chercher des financements au niveau du public à l'heure actuelle.
Donc les financements publics sont plus difficiles à trouver et donc il faut essayer d'aller chercher du multifinancement et le partenariat et ou le mécénat peuvent être une bonne solution pour permettre d'avoir de nouvelles entrées d'argent. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pour voir sur ce graphique une courbe qui est vraiment fortement en baisse et qui contraint en fait vos clubs à aller chercher de nouveaux financements. Euh, la conséquence, c'est que, comme je vous le disais, en tout cas, c'est l'étude du CESE, donc le Comité économique, social et environnemental, qui a fait le constat et qui voyait que avec la baisse des subventions, les associations, elles ont dû forcément renouveler leur modèle. euh, et avec quatre stratégies différentes qui ne sont pas forcément exclusives les unes des autres, hein. Souvent, on mobilise plusieurs de ces quatre stratégies. Vous pouvez le voir donc sur le développement du mécénat, des dons et aussi forcément l'augmentation du montant des cotisations, sur la maîtrise des dépenses également et sur le développement des activités économiques, notamment avec le sponsoring qui rentre là-dedans et avec une réponse à de nouveaux appels à projets et des marchés publics pour des plus grosses associations. Donc c'est dans ce contexte qui est forcément contraint et compliqué que on s'est dit que ça pouvait être une bonne chose d'animer un webinaire spécifique sur le partenariat et le mécénat parce que notamment nous au service juridique avec Mathieu et Sophia et même Lola, on a pas mal de questions des clubs sur ce sujet. Donc ça va vous permettre, en tout cas on l'espère, de clarifier vraiment les deux notions. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire et pour vous proposer un petit peu de nouvelles perspectives. L'idée, c'est pas de vous donner une recette miracle ou quoi que ce soit, hein, évidemment, mais il faudra effectivement adapter à votre cas à chaque fois. On a bien conscience qu'aller chercher des sponsors, des mécènes, parfois c'est très compliqué, mais on essaye en tout cas de vous donner quelques conseils. Après, il faudra essayer toujours, voilà, comme je le disais, d'adapter dans vos situations. Alors, on va donc commencer dans le vif du sujet et donc par le sponsoring. Le sponsoring, par définition, comme vous le voyez à l'écran, c'est une contribution. Alors, elle peut être matérielle, elle peut être financière aussi. Donc, une contribution d'une entreprise à une action. Alors, une action, encore une fois, c'est assez large. Ça peut être une action sociale, sportive, culturelle et encore ou encore d'autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sponsoring est une opération réellement commerciale. Donc, elle a différents objectifs, comme vous le voyez à l'écran. Ça peut être donc d'accroître la notoriété, de chercher de nouveaux clients, aussi d'améliorer son image. Le point très important sur le sponsoring, mais aussi sur le mécénat, et ce qui fait un petit peu la différence entre les deux, c'est l'idée de contrepartie. On reviendra un petit peu plus dessus pour le côté mécénat, mais pour ce qui est du sponsoring, la contrepartie est essentielle et c'est un point très important. Comme vous le voyez, en général, ça va être de la publicité, de la visibilité aussi importante. Donc, comme je l'ai mentionné, lors d'un événement, lors d'une action ou autre. Et alors, d'un point de vue un petit peu comptable, le sponsoring s'apparente à une prestation publicitaire donc facturée. Donc effectivement, voilà, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que dit Mathieu. euh, le sponsoring s'inscrit donc enfin, c'est une activité économique et donc en tant qu'association, vous avez le droit de développer des activités économiques, mais on attire quand même votre vigilance sur ce sujet. Donc vous pouvez, enfin vous le savez très bien, vendre des produits et des prestations de services, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour continuer de bénéficier de l'exonération des impôts commerciaux, donc les trois impôts, en tout cas la TVA et les impôts sur les sociétés particulièrement, il faut remplir donc, ces conditions qui apparaissent à l'écran, avoir une gestion désintéressée, avoir des recettes qui proviennent d'activités lucratives qui restent prépondérantes par rapport aux recettes lucratives, et donc ne pas excéder ce seuil de 80 011 € pour
les activités lucratives par année civile. C'est souvent ce critère-là qui fait défaut. Et dans les clubs omnisports, c'est un seuil qui est parfois assez bas, notamment pour les plus gros clubs omnisports. Donc, euh, donc bien faire attention parce que effectivement, le sponsoring s'inscrit comme une activité lucrative. Et donc, si jamais vous allez chercher un sponsor à 10, 15, 20 000 euros, ce qui peut être le cas, il faudra bien l'inscrire en tant que tel dans les activités lucratives et donc considérer que ce seuil se rapproche pour vous. Pour le sponsoring, effectivement, il n'y a pas de contrat type de contrat de sponsoring, mais il y a, enfin, c'est le consensuel qui va être primordial là-dedans. Mais même si vous pouvez mettre les clauses que vous souhaitez, pour nous, il y a quand même quelques clauses qui sont importantes, donc qu'on peut retrouver dans tous les contrats dans tous les contrats, hein, que ce soit des contrats commerciaux, des contrats de travail, etc. Mais enfin, notamment sur la présentation des parties, l'objet du contrat, la durée du contrat, c'est des clauses qui sont basiques. On attire votre attention sur les obligations, que ce soit du sponsor et du club, plus elles sont étayées, ces obligations, et mieux c'est pour vous parce que ça évite d'avoir de l'interprétation et donc d'arriver potentiellement à un litige avec le sponsor, puisque le sponsor pourrait dire, ben ouais, il y avait marqué enfin, que vous feriez des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'image du sponsor. Moi, j'attendais à ce que vous fassiez 25 publications par an, vous en avez fait deux, bah, il y a un problème. Donc, effectivement, il faut toujours encadrer le plus possible les obligations de chaque partie pour qu'il n'y ait pas de flou et qu'il n'y ait pas de soucis derrière dans l'interprétation du contrat. Voilà. L'exclusivité aussi, c'est à voir, en fait, c'est à régler. C'est est-ce que le contrat est exclusif? Est-ce que le partenaire vous permet justement d'aller voir d'autres partenaires de son secteur? Ou est-ce qu'il considère que le partenariat donc, est exclusif et que vous ne pouvez démarcher ou conclure des partenariats avec aucune autre entreprise de son secteur? Ça, c'est pareil, c'est au moment de la négociation de bien régler ce point-là. Nous, on déconseille la tacite reconduction. On a tendance à privilégier le renouvellement parce que en cas de changement majeur au sein du club omnisport, par exemple, si le président, le trésorier, etc., sont amenés à évoluer, à ne pas être réélus ou quoi que ce soit, ben, le club, en tout cas la nouvelle équipe, n'aura pas forcément connaissance des contrats dans lesquels ils sont engagés. Et pour nous, c'est effectivement bien mieux de se réunir tous les ans, tous les 2 ans, enfin, à vous de voir à quelle échéance, mais pour rediscuter un petit peu des conditions. Un argument tout bête, hein, mais par exemple, si enfin, si vous êtes assez actif sur vos réseaux sociaux, on peut imaginer que d'une année sur l'autre, vous allez prendre un certain nombre d'abonnés, ce qui veut donc dire que vous pouvez aussi le valoriser vis-à-vis du sponsor. Et donc, s'il y a de la tacite reconduction, ce sera toujours les mêmes conditions financières. Donc, autant, pourquoi pas, essayer de renégocier en considérant que les choses ont pu un petit peu évoluer avec plus de notoriété, d'abonnés sur les réseaux, etc. Typiquement pour reprendre cet exemple-là. Toujours encadrer pardon, la clause de résiliation pour savoir à quelles conditions vous pouvez sortir et aussi le sponsor pour qu'il sache comment il peut sortir du contrat. Donc voilà, très très important. Et c'est une clause un petit peu globale, mais toujours assez classique sur les litiges. Donc ça, c'est des clauses qui sont primordiales. C'est vraiment les, les clauses essentielles à notre sens à prévoir dans un contrat de sponsoring. De toute façon, à l'issue de ce webinaire ou même de toute façon sur notre site, vous pouvez retrouver tous les modèles de contrats sur le site de la fédération en fait. Donc vous verrez que ces mentions-là y figurent et qu'il y en a quelques-unes autres qui sont rajoutées pour vous aider justement dans la conclusion d'un contrat de sponsoring. Alors, Donc maintenant pour ce qui est du mécénat, donc pour ce qui est de la définition, vous l'avez sous les yeux, c'est donc un soutien financier qui peut être aussi matériel, donc tout comme le sponsoring, qui est apporté par une entreprise
une fondation a une action d'intérêt général. Donc, pareil, il y a des objectifs pour le mécène et la personne qui reçoit aussi le mécénat, donc l'amélioration de l'image, la déduction fiscale aussi, dont on vous reparlera tout à l'heure. À savoir aussi qu'il y a plusieurs types de mécénat. Pareil, Gwendal vous expliquera un petit peu plus précisément quels sont ces différents types. Le point qui va nous intéresser et qui est très important à comprendre, comme le sponsoring, c'est le point de la contrepartie. Ici, vous voyez que pour ce qui est du mécénat, il n'y a aucune contrepartie ou alors une apparition discrète et même, je dirais, très discrète lors d'événements. Donc, par exemple, l'association peut associer le nom de l'entreprise donatrice aux opérations que l'association réalise. Euh, Par contre, enfin, le point très important, ça va être la tolérance de l'administration fiscale. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est cette tolérance pardon, de 25%. Donc, il y a un quart, si vous voulez, de la somme qui est offerte à l'association ou à l'organisme qui peut être euh, pardon, être considéré euh, comme une contrepartie. Mais encore une fois, il faut bien la différencier et partir du principe que dans le mécénat, de base, il n'y a par principe aucune contrepartie. Euh, et ensuite, juste au point de vue comptabilité, comme je l'avais fait pour le sponsoring, au niveau du mécénat en comptabilité, ça s'apprécie plutôt sous la forme d'un don, donc qui est quand même différent de l'appréciation comptable du sponsoring. Alors, voilà, donc pour prendre la suite et un petit peu continuer sur la même lancée de ce que vient de dire Mathieu, effectivement, la tolérance de l'administration fiscale à hauteur de 25%, nous, enfin, on attire vraiment votre attention parce que c'est une tolérance, c'est-à-dire qu'elle peut être mise en cause du jour au lendemain. Et donc, voilà, c'est vraiment au niveau de l'administration fiscale, ils ont cette tolérance-là. Pour vous donner un exemple, même si on aura toute une partie sur les exemples tout à l'heure, mais pour vous donner un exemple, si vous avez par exemple une billetterie, donc vous avez des places qui sont à hauteur de 25 euros, mettons, et un donateur, enfin en tout cas une entreprise mécène, vous fait un don de 2000 euros. Ça veut dire qu'il y aura du coup 10 places qui pourront être offertes, puisque vous pourrez aller jusqu'à 250 euros enfin, par rapport au don qui a été fait par le mécène pour, par exemple, les salariés de l'entreprise en question. Donc effectivement, c'est une contrepartie qui peut être utile, en tout cas à avoir en tête, mais à manier avec précaution, comme le disait Mathieu très justement. Donc effectivement, comme on le dit, enfin, comme on le met à l'écran, pardon, toutes les associations déclarées peuvent recevoir des dons. Par contre, pour bénéficier de l'avantage fiscal, il faut être d'intérêt général. Donc là, c'est seulement les associations d'intérêt général. Attention, il y a une petite distinction entre les associations d'intérêt général et les associations reconnues d'utilité publique. Je sais que des fois, la confusion peut se faire, mais en tout cas, pour vous dire, la plupart des clubs omnisports sont d'intérêt général, puisqu'ils vont remplir les trois conditions qui sont à l'écran, à savoir la gestion des intéressés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une redistribution des bénéfices qui est fait par l'association aux membres. Ça, de toute façon, c'est illégal. Mais il faut aussi que voilà, que les dirigeants de l'association ne cherchent pas à avoir un intérêt direct ou indirect dans la gestion de l'association. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on entend gestion désintéressée. Idem, il faut que l'association elle soit ouverte à un large public. Donc, il ne faut pas une association qui soit fermée. Typiquement, c'est le cas souvent, en tout cas l'exemple est souvent pris des associations de médecins qui vont être ouvertes seulement aux médecins. Et donc là, voilà, pour vous en tout cas, vous êtes
ouvert à tous les publics, donc il n'y a pas trop de sujets sur cette deuxième condition. Et il faut toujours que les recettes qui sont donc des activités non lucratives restent prépondérantes par rapport aux recettes des activités lucratives. C'est assez logique, mais en tout cas, c'est trois conditions qui permettent de considérer que l'association est d'intérêt général. Pour vous assurer que vous êtes d'intérêt général, vous pouvez, nous on ne le conseille pas forcément, faire un rescrit fiscal. C'est donc interroger l'administration fiscale pour leur demander si vous êtes effectivement d'intérêt général au vu de vos statuts et de votre fonctionnement. Ça peut être une bonne chose, parce que là au moins vous avez une preuve écrite que vous êtes d'intérêt général, mais à noter que le temps que vous allez interroger l'administration plus avoir la réponse de l'administration fiscale, ça peut être un temps qui est assez long et pendant lequel vous pourriez aussi avoir une mauvaise surprise si elle considère que vous n'êtes pas d'intérêt général et donc il faudra faire toute une conformité, etc., qui peut être parfois un petit peu lourde. Donc nous, on a tendance à vous dire que si vous considérez que ces conditions-là sont remplies, alors vous pouvez donc, vous êtes prétendument d'intérêt général et vous pouvez donc faire un CERFA et permettre à un donateur d'avoir un avantage fiscal. Ça se tient pour les entreprises qui font des dons, donc les mécènes, mais aussi pour les personnes physiques. Donc, par exemple, si vous avez un parent d'un adhérent qui vient vous faire un don, voilà, lui, il pourra bénéficier de 66% d'avantage fiscal quand l'entreprise aura 60% jusqu'à 2 millions de son chiffre d'affaires, je crois. Euh, J'attire aussi votre vigilance sur le CERFA, sur celui qui est utilisé, c'est celui qui est marqué à l'écran, le 02, ils sont passés sur cette nouvelle version. Donc l'administration fiscale considère que vous pouvez valablement faire un CERFA avec vos logos, vos couleurs, etc., mais qui doit reprendre toutes les informations qui sont contenues dans ce CERFA-là. Donc très très important d'aller le regarder et de voir si vous faites vos propres CERFA, si vous avez bien toutes les mentions qui sont qui rentrent dans, dans vos communications, en tout cas dans votre CERFA propre. Euh, voilà. Donc il y a trois formes de mécénat. La plus connue, la plus utilisée reste le don en numéraire, donc un don, voilà, une somme d'argent qu'une entreprise va concéder à votre association. Donc typiquement, en vous donnant du coup 1000 euros, sans qu'il n'y ait vraiment de contrepartie, l'entreprise pourra prétendre à 60% de déduction fiscale, ce qui n'est pas négligeable. Tel va être aussi le cas, mais sous différentes formes, via le mécénat de compétences et le mécénat par des dons en nature, puisque là, du coup, l'entreprise devra valoriser les dons qu'elle vous fait, donc que ce soit la mise à disposition, par exemple, d'un salarié, il faudra qu'elle le valorise elle-même et que du coup, vous fassiez un don, un CERFA, pardon, sur le montant du don. Donc voilà, là c'est justement l'administration fiscale qui met la charge, qui met à la charge, en tout cas la charge de la preuve, oui, sur l'entreprise et non pas sur l'association. Vous n'êtes pas censé savoir si le salarié il est embauché à tel ou tel autre taux horaire. Donc c'est une plutôt bonne chose. Vous êtes censé, vous êtes plutôt présumé de bonne foi. Donc c'est important de l'avoir en tête. Sauf si effectivement ils vous mettent à disposition un salarié pour des tâches qui sont très très basiques et que vous allez faire un CERFA pour un montant totalement astronomique. Là, effectivement, on pourrait imaginer que vous auriez pu peut-être vérifier. Mais en tout cas, dans 90% des cas, vous pouvez vous fier à ce que l'entreprise va valoriser dans le mécénat de compétences et c'est la même chose sur le don en nature. Voilà, quand une entreprise vous fait un don de matériel ou alors un don de produits, etc., ce sera aussi à elle de valoriser à la valeur nominale ces biens qu'elle vous met soit à disposition, soit qu'elle vous donne.
Voilà, pareil pour le mécénat. Bon, là, il y a pas mal de clauses qui sont reprises aussi par rapport au sponsoring, mais dans l'idée très très importante d'aboutir à une convention sur mesure, justement, qui vous correspond et ou toujours dans l'idée d'éviter le plus possible le flou. Trois clauses, trois premières clauses qui sont assez classiques et je vais pas m'étayer, mais sur la présentation des parties, l'objet du contrat et la durée du contrat qu'on va retrouver dans absolument tous les contrats. Ensuite, il faudra bien renseigner les engagements du mécène. Donc, typiquement, si c'est juste un don en numéraire, ce sera juste de payer le prix. Donc là, ça sera son engagement principal. Par contre, si c'est de vous donner certains produits tout au long de l'année, bon bah typiquement, ça sera de bien mettre des dates d'échéance, de vraiment tout essayer de tout blinder pour qu'il y ait le moins de place au doute possible. Et en contrepartie donc de l'engagement du mécène, vous allez donc faire un reçu fiscal. Donc vous pouvez le contractualiser et venir justement dire que vous allez faire un reçu fiscal dès que vous aurez bien reçu les sommes sur le compte bancaire de l'association, etc. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de bien avoir en tête que le reçu fiscal doit se faire et donc comme ça peut aussi rassurer l'entreprise quand elle voit dans la convention que vous vous engagez donc à faire un reçu fiscal. Vous pouvez aussi prévoir, donc, avec tout ce qu'on disait, la contrepartie à hauteur de maximum 25%. Nous, on vous recommande vraiment de, de vraiment l'étayer le plus possible pour qu'en cas de contrôle par l'administration fiscale qui viendrait regarder si vous êtes sur du sponsoring déguisé ou si vous êtes vraiment dans du mécénat, qui se rendent bien compte de toutes les contreparties qui sont offertes dans la limite des 25%. Donc typiquement, ça va être de vraiment mettre peut-être, je sais pas, 5 places, tout à l'heure je disais ouais, 10 places pour les événements sportifs du club qui sont valorisés à temps, etc. Et en fait, c'est pour permettre vraiment, en question de preuve, en fait, de bien ouais, comment dire, de faire en sorte que l'administration fiscale euh, ait tous les éléments pour comprendre que vous êtes de bonne foi et que vous cherchez pas à enfin, à faire du sponsoring déguisé. Donc, justement, si vous prévoyez une clause en ce sens, en tout cas, nous vous recommandons vraiment de l'étayer le plus possible. Vraiment très très important. Pareil sur le renouvellement potentiellement. Après, peut-être que c'est un don qui va être sur une seule fois. Donc, typiquement, il peut ne pas y avoir de renouvellement dans ce cas-là. Et donc, ce sera adapté selon les situations. Toujours dans l'idée aussi d'éviter la tacite reconduction. Toujours une question notamment sur des conventions de mécénat qui engagent dans le temps cette question de la résiliation, comment sortir de la convention. Mais encore une fois, si c'est juste le versement d'une somme, potentiellement la résiliation, il y aura peut-être moins d'intérêt à aller mettre une clause de résiliation. Et pareil pour les litiges, qui est une clause assez classique à prévoir dans quasiment tous les contrats, dans tous les contrats qui existent. Donc voilà, pareil que le sponsoring, mais vous pouvez retrouver nos modèles de toute façon sur le site. Donc n'hésitez pas à vous en saisir et puis n'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et donc, comme le présentait Gwendal tout au début, on va maintenant passer à quelques exemples de situations. Alors, ces exemples, ils sont tirés du BOFIP, donc de l'administration fiscale directement. Donc, c'est assez important d'avoir des exemples concrets qui vont qui vont vous parler à vous, euh, pour bien comprendre dans quelle situation on est plutôt dans du mécénat ou alors dans du sponsoring. Alors par exemple, ce premier cas, donc, dans lequel une association sportive locale, dont le caractère lucratif n'est pas remis en cause, perçoit 100 000 € par an d'une entreprise locale. Le nom de cette entreprise, pardon, est inscrit sur un des panneaux du stade. La contrepartie offerte par l'association ne peut être assimilée à une simple prestation publicitaire. Donc ici, dans ce cas-là, le don est simplement signé par l'entreprise et le dispositif du mécénat est donc applicable.
Euh, tac. Là, pareil, toujours dans le domaine sportif, une association sportive amateur donc, est qualifiée pour jouer un tour de Coupe de France contre un club professionnel. Donc, la rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l'événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 euros. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l'axe des caméras de télévision. La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don signé par l'entreprise. Il s'agit donc d'une opération publicitaire. Là, cet exemple-là, on l'a aussi mis parce que il est très important et c'est pour ça aussi que on vous invite à la plus grande prudence depuis le début de ce webinaire parce que vraiment c'est possible que voilà, en fonction des circonstances de fait, etc., les conditions changent. Donc là, typiquement, la solution, elle est quand même très très dure pour l'association sportive, puisque dans ce cas-là, on considère que c'est un, un sponsoring en fait via la qualification en Coupe de France. Bon, leur erreur aura été évidemment d'avoir mis les panneaux publicitaires dans l'axe des caméras de télévision. On s'imagine que la solution aurait pu être différente s'ils avaient cherché à les mettre peut-être plus discrets ou en tout cas à les mettre à l'entrée du stade ou quoi que ce soit. Là, la notoriété n'aurait peut-être pas été la même et donc ça aurait peut-être permis à cette association d'éviter la requalification du contrat en contrat de sponsoring. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on essaye de vous sensibiliser à cette, comment dire, cette position de l'administration fiscale qui est vraiment de distinguer entre mécénat et sponsoring et voir qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour que ça bascule sur du sponsoring déguisé. Donc vraiment très très important de bien prendre tout ça en compte et que ce soit bien clair justement dans la tête des dirigeants pour qu'ils sachent sur quoi ils s'engagent s'ils partent sur du mécénat ou sur du sponsoring. Et donc enfin un dernier exemple, euh, donc, dans laquelle une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaît sur l'ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l'entreprise. En contrepartie, l'organisme organisateur accorde à l'entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation. Donc ici, le versement a pour contrepartie un objet commercial manifeste. Il s'agit donc de parrainage. Et donc, comme le disait Gwendal juste avant, on vous a mis trois exemples qui sont assez différents, mais qui vous touchent et qui peuvent vous toucher particulièrement. Et on rappelle bien ici que ces exemples et ces situations sont toujours lieu à interprétation de la part de l'administration fiscale. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, on le répète, faire très attention dans ce type de convention. Donc voilà, on va arriver donc sur la partie un petit peu moins juridique pour essayer justement de solliciter ces leviers pour avoir de nouveaux financements. Je vois qu'il y a quelques questions, que ce soit dans le chat ou des mains levées. On prendra les questions à la toute fin. Une fois qu'on aura de toute façon fini cette partie-là, on va essayer d'avancer un petit peu et de se dire qu'à 45, on prend toutes vos questions et on répondra à toutes vos questions. Donc ne vous inquiétez pas si on ne répond pas tout de suite à vos questions, on les voit bien et on y répondra à la fin du webinaire. Voilà, donc pour aller chercher justement du mécénat ou du sponsoring, c'est toujours une démarche projet, comme vous en avez probablement déjà l'habitude. Donc ça va être d'abord d'identifier un besoin. Donc souvent c'est un besoin de financement, hein. Vous avez besoin, comme on le disait en préambule, du fait du contexte qui est quand même plus compliqué au niveau des subventions publiques. Vous avez donc ce besoin de financement et donc vous allez chercher à diversifier vos ressources. Et voilà, ce besoin se situera notamment ici. Ensuite, il faudra pardon, définir le périmètre du projet. Donc bien savoir en fait ce que vous avez à proposer, que ce soit aux mécènes ou aux sponsors. Il faudra vraiment que lorsque vous alliez le voir, vous sachiez enfin, ce que vous pouvez lui proposer et comment vous pouvez le valoriser aussi. Et ensuite,
c'est le volet un petit peu plus prospection, c'est d'identifier tous les mécènes et les partenaires potentiels. Donc là, voilà, c'est une liste qui peut être établie. Euh, on sait que dans certaines régions, ou en tout cas pour certaines villes, ça peut être très compliqué d'aller chercher des mécènes ou des partenaires. Il y a aussi dans certains endroits où c'est entre guillemets plus traditionnellement des entreprises qui vont se mettre en tant que mécènes et qui vont pas vouloir aller chercher du sponsoring ou l'inverse. Donc voilà, c'est aussi en fonction des spécificités du territoire qu'il faudra s'adapter. Mais il faut essayer d'aller les démarcher et de les rencontrer. À noter que voilà, n'oubliez pas que vous avez un réseau qui s'offre à vous, notamment par exemple avec les parents des adhérents. Si vous savez que telle ou telle personne est dans une très grosse entreprise, essayez d'en glisser deux mots à l'adhérent, enfin aux parents de l'adhérent, en disant ben si jamais ils sont intéressés dans un partenariat, etc. Ça peut être une porte d'entrée et ça peut permettre d'éviter de prendre un refus parce que ça aura été distribué sur l'adresse contact et que ça n'aura été jamais lu. Donc ça peut être ce genre de solutions qui peuvent s'offrir à vous. Euh, Pareil, on sait aussi que parfois c'est un petit peu compliqué, notamment quand il y a un club sportif professionnel sur le territoire qui peut capitaliser une grosse partie des partenaires ou des mécènes. Donc dans ce cas-là, il faudra essayer de bien ajuster sa stratégie de démarchage, etc. Pour montrer que vous pouvez proposer d'autres choses. Vous n'avez peut-être pas du sport professionnel à leur proposer, mais vous avez d'autres choses très très intéressantes qui peuvent aussi convenir à certaines entreprises. Donc c'est pas parce qu'il y a un ou plusieurs clubs professionnels sur le territoire et qu'il y a beaucoup de mécènes et de partenaires qui sont attirés par ces clubs professionnels que vous avez aucune carte à jouer. Et donc n'hésitez pas à essayer quand même d'engager des démarches vers ces entreprises-là. On va vous voilà, présenter rapidement la Fondation du sport français. Alors, on ne travaille pas spécialement avec eux sur ce sujet du sponsoring ou du mécénat, mais pour votre information, ils ont un dispositif qui s'appelle Soutiens ton club et qui permet d'accompagner des clubs sportifs et également des athlètes de mémoire dans le financement des projets par le mécénat. Ça peut être une bonne chose pour vous, ça peut permettre justement d'être mis en relation avec des entreprises et donc voilà, d'avoir des portes d'entrée avec des mécènes de cette manière-là. Pour être totalement honnête, j'ai pas eu encore de retour de club sur ce sujet. Je ne sais pas si ça fonctionne super bien, mais en tout cas, vous pouvez toujours vous renseigner et aller faire un tour sur leur site internet pour voir ce que ça vaut. Idem pour l'ADMICAL, qui est donc une association pareil, reconnue d'utilité publique avec plus de 200 adhérents et qui cherche à mettre en relation aussi les entreprises et les structures d'intérêt général. De mémoire, ils ont un répertoire du mécénat avec toutes les entreprises qui se mettent sur la plateforme. Je crois que cette plateforme est payante, mais et voilà, vous pouvez toujours aussi vous renseigner sur l'opportunité d'aller chercher justement des nouveaux mécènes de cette manière-là. Ensuite, sur le sport en entreprise, donc le sport en entreprise, ça peut être une bonne porte d'entrée au sponsoring parce que voilà, vous allez proposer des prestations qui seront facturées. Donc, vous mettrez vos éducateurs sportifs sur des temps du midi, par exemple, pour telle ou telle entreprise. Et donc, proposer ce sport en entreprise avec votre éducateur qui se déplace. Ça permet aussi déjà d'avoir de nouvelles sources de financement. Mais c'est vrai que l'inscrire dans une relation un petit peu plus globale de partenariat, à notre sens, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une sorte de package où l'entreprise prend des prestations de sport justement dans son entreprise et rajoute de l'argent pour de la visibilité dans le cas du sponsoring. Donc ça permettrait d'avoir un partenariat ouais, un petit peu global qui pourrait être intéressant selon nous pour les associations. Et voilà, c'est un axe à réfléchir selon nous pour les clubs. D'autant plus qu'avec les démarches
RSE qui sont très importants dans les grosses entreprises. Il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprises qui peuvent être sensibles à ce discours-là et pour lesquels vous pourrez avoir des discours qui seront intéressants pour eux parce que si justement vous leur parlez qualité de vie au travail, bien-être des salariés, etc., c'est des notions qu'on entend beaucoup en ce moment et qui sont très importantes. Donc les entreprises pourront être assez sensibles et pouvoir vous recevoir assez, enfin peut-être plus simplement de cette manière-là. Donc n'hésitez pas aussi avec cette possibilité-là du sport en entreprise pour envisager un partenariat global, même si encore une fois, vous pouvez aussi faire des prestations sport en entreprise sans que ça s'inscrive dans un contrat de partenariat avec de la visibilité, comme on peut l'entendre pour des partenariats plus traditionnels en fait. Voilà, donc là, on quitte un petit peu l'identification justement du besoin des mécènes et ou des partenaires potentiels. Maintenant, on en arrive dans la partie où il faut essayer de les convaincre. C'est donc de rédiger un dossier de présentation. C'est pas forcément un dossier qui est très compliqué, hein, c'est vraiment, on présente l'association, on présente des projets, enfin, ce que vous portez, ce que vous avez comme valeur. Vous pouvez présenter aussi votre stratégie un petit peu, que ce soit de développement, d'intervention sur telle ou telle action, etc. Et par exemple, si c'est un projet en particulier, ce sera aussi de valoriser le projet. Voilà, de différentes manières, notamment avec les outils d'intelligence artificielle maintenant, c'est assez facile d'avoir une relecture sur des dossiers de présentation qui peuvent être très intéressants. À noter, au-delà du dossier de présentation, il peut être intéressant pour vous, donc là on est vraiment dans le cas où vous avez eu un rendez-vous avec l'entreprise, hein, mais pour les sensibiliser un petit peu plus à ce que vous faites, une vidéo, et je sais qu'il y a pas mal de clubs qui peuvent avoir des vidéos un petit peu récapitulatives de toutes les actions qui ont été portées sur l'année. Une vidéo, ça fait toujours très très bien le travail, et donc présenter une vidéo, ça permet aussi de présenter l'association, ce qu'elle fait, ce qu'elle porte, ses valeurs, et ça peut mettre l'entreprise un petit peu plus à même de se projeter pour vous accompagner dans le projet. Donc pour récapituler vraiment un dossier de présentation, pourquoi pas une vidéo, une fois que vous avez eu le rendez-vous avec l'entreprise. Ensuite, à la fin, donc, il faudra effectivement formaliser l'accord. On en a parlé, donc je vais pas m'étayer là-dessus, mais via les conventions qu'on a évoquées, avec les clauses déjà évoquées que vous pourrez retrouver de toute façon sur le PowerPoint et sur notre site internet dans les documents ressources juridiques. Voilà, avant de prendre les questions, je vous rappelle juste rapidement qu'il y a la journée nationale des responsables administratifs et financiers qui se tiendra à Boulogne-Billancourt, donc à l'ACBB, de 9h30 à 16h30 le 4 juin. Donc c'est à destination de tous les responsables qui sont salariés et en charge de l'administratif et du financier dans les clubs omnisports. Donc voilà, ça permet d'avoir un vrai temps fort où les actualités juridiques de ce début d'année seront présentées. Il y aura une intervention du Cosmos aussi qui présentera un guide récent qui a été établi par le Cosmos et une restitution des différentes journées des RAF régionales qui se sont tenues ces derniers mois. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service formation enfin, si ça vous intéresse. Voilà, donc on peut prendre les questions. Alors, je vais arrêter le partage. Alors, je vais prendre du coup Audrey Mercadal, du coup, vu que vous levez la main, et puis après je regarderai dans le chat. Voilà, vous pouvez parler normalement. Il faudra juste désactiver le micro, mais je vous ai donné l'autorisation de désactiver normalement. Je crois que c'est bon. Vous m'entendez? Parfait. Oui, Oui, c'est bon, bonjour à parfait. tous. Oui. Bonjour. Une question juste pour savoir si on reste bien toujours dans du mécénat quand on se contente juste de mentionner le nom de l'entreprise, sans parler de son activité. Vous voyez, par exemple, dans une newsletter, si en bas d'une newsletter, on dit nous remercions nos mécènes avec le nom, dans un guide qu'on édite quand même à plus de 2000 exemplaires avec toutes nos activités, est-ce qu'on reste bien dans du mécénat si on répète souvent le nom, mais sans parler de l'activité ou voilà, de son secteur d'intervention?
C'est une bonne question. Alors effectivement, à notre sens, avoir juste le nom, on reste dans l'esprit de ce que l'administration fiscale attend sur justement la disproportion marquée entre le don et la contrepartie. Après, il faut aussi voir justement le montant du don. Donc c'est-à-dire que si par exemple le don est très faible, et que l'entreprise a accès justement à 2000 éditions plus d'autres mentions de son nom un petit peu partout et mettons je dis n'importe quoi mais qu'elle n'a payé que 100 euros, on peut imaginer que là effectivement l'administration fiscale va considérer quand même que c'est du sponsoring. Mais si le montant du don est plus élevé et que ça se limite seulement à la mention du nom du mécène, à notre sens, ça ne pose pas vraiment problème. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre les questions donc, dans le chat. Alors, euh, tac, 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 je remonte un petit peu la conversation. Alors oui, pour le support, on ne l'a peut-être pas dit au début, effectivement, c'était pour la prise de notes, désolé du coup, si vous avez pris plein de notes. Mais oui, oui, on vous transmettra le support, il n'y a pas de souci. Et puis après, toutes les ressources sur lesquelles on s'est basé, vous pouvez de toute façon les retrouver aussi sur notre site internet. Euh, Ensuite, Monsieur Gallo, donc ne pas oublier le mécénat de compétences qui peut être important en cas de manque de bénévoles. Totalement d'accord. Est-ce que, d'ailleurs, éventuellement, s'il y en a qui veulent partager leur expérience, est-ce que le mécénat de compétences, c'est quelque chose que vous arrivez à facilement mobiliser ou alors enfin, c'est quelque chose de très, très abstrait et que vous n'avez pas ou peu vu? S'il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas à lever la main. Ah, Audrey, du coup. Alors, voilà. Normalement, c'est bon. Oui, donc effectivement, nous sommes les Coqs Rouges sur Bordeaux, donc la région bordelaise, et on a déjà bénéficié du mécénat de compétences, déjà pour trois salariés qui venaient, alors l'un de la fondation Orange, ensuite on a eu Crédit Mutuel, et j'oublie le troisième. Au départ, c'est nous qui avons cherché. C'était mon prédécesseur directeur qui a contacté des sociétés. Et ensuite, le dernier en date, il était carrément adhérent chez nous. Et à l'approche de la retraite, il nous a demandé si ça pouvait nous intéresser. Donc là, effectivement, ce cas-là, moi, je le recommande à tous les clubs. En fait, si dans leurs adhérents, il y a des salariés de grandes entreprises qui s'approchent de la retraite et qui peuvent être intéressés par 10 mois ou 12 mois de mécénat de compétences, c'est encore mieux parce que la personne investit dans l'association et ça ne demande rien en logistique. Effectivement, comme vous le disiez, c'est l'entreprise elle-même qui calcule la valorisation du don. On a à faire le reçu et le salarié reste complètement salarié de son entreprise. Donc, il va être absent quelques jours en congé. Bon, c'est sûr, il sera absent de l'association du coup pendant ce temps-là, mais c'est pas nous qui gérons ses congés. Enfin, nous, on a vraiment une main-d'œuvre disponible. Nous, ça a été du temps plein pendant 10 mois sur des missions qu'on n'avait pas forcément le temps de faire. Et malgré tout, quand même, aussi à certains moments, des missions qui nous aidaient parce qu'on était à défaut de personnel à certains moments, même si ce n'est pas l'objectif premier du mécénat de compétences. Ok. Très bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et du coup, ça fait une transition parfaite pour la question donc, de Thibaut Zettel. Est-ce qu'un mécénat de compétences peut être attaché à un poste de trésorier? Le trésorier est nécessairement élu, c'est un petit peu particulier. Donc, à notre sens, il ne serait pas envisageable donc, qu'un mécénat de compétences puisse enfin, être constitué sur un des postes élus, sur une des fonctions élues de votre structure. Donc non, il faudrait le mettre un petit peu comme disait Audrey sur un poste justement plutôt support, donc que ce soit du support administratif ou voilà, mais pas sur un poste de trésorier parce que ça voudrait et ça pourrait remettre en question la gestion désintéressée de votre structure parce que du coup ça voudrait dire que de facto la personne est rémunérée par son entreprise
et donc qu'il est rémunéré pour ses fonctions de trésorier. Donc ça nous paraît assez peu envisageable et on aurait tendance à vous déconseiller d'avoir recours à à un mécénat de compétences pour un poste de trésorier, plutôt pour des fonctions donc voilà, administratives, de support, etc. Là oui, effectivement. Concernant la question de Marie-Lys Loupien, donc qu'en est-il du CERFA 2041 RD? C'est un CERFA qui concerne les dons mais faits par les particuliers. Là, c'est pas pour les entreprises, c'est vraiment pour les particuliers. Donc c'est pas ce CERFA-là, c'est vraiment le CERFA qui est mis dans le support, mais on vous l'enverra de toute façon, il n'y a pas de souci. Enfin, vous retrouverez la référence du CERFA et après très facilement accessible sur le site du service public. Est-il possible que le versement soit étalé sur une saison, par exemple dans les conditions du contrat, donc une somme totale qui serait conditionnée aux résultats sportifs ou conditionnée à des questions éthiques ou de respect du contrat au fur et à mesure de la saison? Là, dans ce cas-là, on serait plutôt sur du sponsoring, mais effectivement, si vous parliez du sponsoring, c'est tout à fait possible parce que ça serait sur des modalités de versement qui seraient conclues contractuellement donc sur toute la saison avec une échéance de paiement. Par contre, pour du mécénat, un versement pourrait être prévu enfin, échelonné en fait. Donc, c'est-à-dire considérer que l'entreprise payera, je sais pas, 10 000 euros et en 10 fois. Ça peut être effectivement envisageable. Il faut juste que ça concerne le même exercice comptable pour pas qu'il y ait de soucis au niveau des impôts. Donc voilà. Après, une somme qui serait conditionnée aux résultats sportifs dans le cadre du mécénat, du coup, ça serait un petit peu compliqué Enfin, j'aurais tendance à dire que non, parce que effectivement, là, on serait trop proche pour moi du sponsoring. Et donc, je pense que l'administration fiscale pourrait considérer que c'est du sponsoring déguisé, puisque la contrepartie est donc d'avoir des résultats sportifs qui permettent potentiellement d'avoir une visibilité, etc. derrière. Et ça serait, pour moi, ça exclurait un peu de fait le régime du mécénat. Voilà. Ensuite, merci pour les cas concrets, Véronique Lermite. Donc, pour le premier, logo sur un maillot, financement total du jeu de maillot, quelle qualification? Alors, on va distinguer les deux du coup. Donc, si le logo apparaît sur le maillot, à notre sens, sauf s'il y a disproportion marquée, encore une fois, hein, avec, je sais pas moi, si votre équipe, par exemple sur du football, évolue en R3 et que le mécène a payé 100 000 euros, on peut se douter qu'il y a une bonne disproportion et donc ça pourrait être entendable d'avoir le logo sur le maillot. Par contre, nous, on attire quand même votre attention parce que les maillots, ils peuvent pas être changés forcément en cours de saison. Et typiquement pour la Coupe de France dans le foot, les maillots sont différents, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les compétitions. Et donc, si vous mettez un mécène sur le maillot et qu'après vous avez une forte notoriété, on retourne un petit peu dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure de l'administration fiscale qui pourrait considérer que c'est du sponsoring déguisé. Donc pour nous, on a tendance à vous dire que le logo sur le maillot, ça c'est forcément du sponsoring et on vous déconseille de prévoir des logos de mécènes sur le maillot. Pour le financement total du jeu de maillot, on peut imaginer que si le logo n'apparaît pas, que si ça vous coûte, je sais pas, 10 000 euros pour avoir tout le jeu de maillot, il pourrait donc vous financer et en affectant la somme vers voilà, le jeu de maillot. Par contre, on préfère aussi attirer votre attention sur le fléchage du mécénat, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas que le mécène flèche son don vers quelque chose de très précis. Par exemple, s'il dit qu'il donne pour financer un athlète professionnel de telle section, c'est du sponsoring déguisé. Donc il faut éviter ça. Et donc dans le cas du financement du jeu de maillot, ça profite potentiellement à plusieurs équipes. Donc à notre sens, on serait bien dans ce cas-là si, enfin, ça serait un don en fait, et donc on serait bien dans le mécénat. Ensuite, pour la pancarte qui est au nom du mécène dans un gymnase, euh,
Alors, que prend l'administration fiscale dans le coût de la pancarte? Alors, j'imagine que, enfin, on est toujours sur cette notion de disproportion marquée, c'est-à-dire que si par exemple, enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, auquel cas il faudra me faire un petit message ou lever la main, mais si la pancarte est dans le gymnase et qu'elle est visible par, si vous l'avez quantifié à 1000 personnes, voilà, si le don a été fait à hauteur de 15 000 euros, bon, on peut se douter que c'est peut-être pas forcément très rentable pour le mécène et donc qu'il y a effectivement une disproportion marquée. Encore une fois, c'est de l'appréciation qui sera voilà, l'appréciation de l'administration fiscale et donc, dans un premier temps, à votre appréciation à vous. L'idée, c'est quand même et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire, c'est vraiment que vous soyez sensibilisés au sujet et à vous poser les bonnes questions pour justement vous dire, là, ok, je le valorise à temps, mon niveau disproportion marquée, on serait peut-être pas top, là, on serait pas sur les 25%, non, va falloir que je le signe en tant que sponsor parce que le mécénat, ça risque d'être un petit peu compliqué, ou alors que je revois les contreparties. Donc c'est vraiment cette volonté-là qu'on avait. Euh, alors, pour Gérard Gallo, donc pourquoi pas transformer la remise commerciale sur un achat de matériel, par exemple 1200 euros sur un achat de 8000 euros en mécénat, soit un don de 3000 euros défiscalisé, 1800 euros net pour l'entreprise, 1200 euros sur la remise qui a été payée. Alors, là-dessus, j'ai pas bien compris. Je pense qu'on parlait de quelque chose en particulier à un moment, et donc là, en hors contexte, je le vois pas forcément. Si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour m'expliquer un petit peu mieux la question. Et j'ai une question aussi donc hop là. Alors, du club des sports. Je ne vois pas la suite, pardon, mais je vous autorise avec le micro. Euh, Oui, bonjour. ouais, bonjour, super, vous m'entendez? J'avais juste levé la main, j'avais pas écrit de question. Ouais, C'est très parce qu'en bien. fait, j'ai une petite question, mais une un peu plus complexe. La première, c'est quand on fait on a différentes sections, donc en fonction de nos différents sports dans notre club, et on fait régulièrement des buvettes sur des événements. Est-ce que quand une section va tenir une buvette, les bénéfices qu'elle retire de cette buvette vont rentrer dans ce seuil de environ 80 000 euros pour pour les impôts sur les sociétés, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est toutes les activités qui sont commerciales et qui permettent de rapporter de l'argent. Donc, souvent, enfin, ce qui va être évidemment exclu, c'est les dons, c'est les subventions et c'est les cotisations. Ça, Ouais, pour le coup, ok. là, on est vraiment sûr que ce soit exclu. Pour le reste, effectivement, après, ce sera forcément du cas par cas, mais en tout cas, pour des, euh, comment dire, des recettes de billetterie ou de buvette, ça va être des activités lucratives, effectivement, ouais. Ok. Donc on peut très bien imaginer un jour, on arrive à avoir tellement de partenariats, plus des buvettes qui tournent bien, que finalement on dépasse ce seuil juste sur notre section en partenariat et en buvette et on passe sur une imposition commerciale. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'il faut être Et assez vigilant avec ce seuil, mais là, je peux vous conseiller aussi enfin, si vous êtes vraiment proche du seuil, de vous rapprocher de votre expert comptable si vous en avez un, parce que enfin, des fois, il y a des simulations qui peuvent se faire et des fois, c'est pas forcément moins intéressant d'être assujetti à l'impôt. Parfois, je sais qu'il y a quelques mécanismes qui permettent bah, enfin, que ça reste plus ou moins intéressant. Donc ça, je saurais pas et je veux pas trop m'engager personnellement parce que je maîtrise pas totalement le sujet de la comptabilité, etc. Mais en tout cas, je vous conseille de voir avec l'expert comptable pour, si vous êtes proche du seuil, aller voir enfin, faire des simulations en fait de ce que ça vous ferait. ouais, nous, en fait, pour tout vous expliquer, on a une section qu'on va appeler le club, qui est un peu la matrice du club en général, et après toutes nos sections sportives. Et en fait, justement, cette année, on a passé le club sous les impôts commerciaux, mais on garde nos sections vraiment en dehors de la TVA, etc. Et du coup, la deuxième question qui en découle, aujourd'hui, sur nos sections, on est loin du seuil, hein, on a encore de la marge. Mais si, imaginons, à terme, on développe notre activité commerciale sous notre section, entre guillemets, club, qui, elle, est désormais assujettie à TVA, euh, est-ce que si on peut se permettre ensuite de dissocier finalement nos clubs et nos sections en deux assiettes différentes et que ça soit le club qui, lui,
concentre la majorité de l'activité commerciale et qui reverse en mécénat aux autres sections qui, elles, seraient une autre association? Ou est-ce que là, va y avoir un souci juridiquement parlant? Pour le reversement, je pense que ça serait assez compliqué. Par contre, il y a des solutions qui peuvent exister, effectivement, c'est la sectorisation et la filialisation. Donc la sectorisation, c'est n'être assujetti aux impôts commerciaux que sur les recettes lucratives et pas sur tout le reste de vos activités qui restent majoritairement non lucratifs. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça vous fera payer moins d'impôts, mais là, on rentre justement dans les simulations qu'il faudra faire avec l'expert comptable. Et il y a la deuxième option de la filialisation, où là, il y a effectivement la création d'un autre organisme. Je vous avoue que j'ai jamais vu de club omnisport qui faisait ça. Donc, pour le coup, je ne saurais pas trop m'avancer. Je pense que c'est quand même beaucoup, beaucoup de démarches et ça peut être, enfin, vous ne serez pas forcément gagnant, mais après, à voir potentiellement avec l'expert comptable ce qu'il peut en dire. Ok, parfait. Ben, merci pour vos réponses. Merci à vous. Alors, j'avais donc Monsieur Gallo. Voilà, vous pouvez activer le micro, Monsieur Gallo. Ouais, bonjour. Ouais, enfin, je vais être un Bonjour. peu plus clair. Je prenais un exemple parce qu'on l'a fait avec une entreprise et ça a bien marché. Je fais un achat, par exemple, de 8 000 euros du matériel sportif et autres. Et l'entreprise me dit, ben voilà, à titre de bon et loyal service, je vous fais une remise commerciale de 15%. Donc, globalement, je paye 1 200 euros de moins. Donc, l'entreprise Mhm. va recevoir 6 800 euros. Et moi, je dis à l'entreprise, bah, c'est 1 200 euros que vous vouliez me faire comme remise, que je vous ai payé, on les transforme en mécénat. C'est-à-dire qu'en fait, les 1 200 euros, c'est les 40% que vous devriez, entre guillemets, sortir de vos caisses si vous me faites un don de 3 000 et que vous défiscalisez les 60%, c'est-à-dire 1 800. Donc, ça veut dire que d'un côté, je vais payer les 1 200 euros au titre de la remise que j'ai pas voulu. Et lui, par contre, il me fait un chèque, un don de 3 000 et il défiscalise 1 800 et ça ne lui coûte que 1 200. Donc la même chose que la remise. Ok, donc du coup, c'est deux opérations totalement séparées. C'est juste Ah oui, oui, bien que sûr. Ah bah l'esprit oui, reste. oui, Ouais. parce que le don, je sais bien que le don ne doit pas être associé à quelque chose derrière voilà. Donc c'est un achat plein pot et à côté, un don qui, dans les 40%, correspond à la remise que j'aurais dû bénéficier. Ok, ouais, bah du coup, dans ce cas-là, oui, enfin, effectivement, si c'est deux opérations séparées, pour moi, il y a pas du tout de sujet, mais du coup, je vous rejoins. Ouais. D'accord. Merci Après, à vous pour je la reviens compréhension. sur le fait que vous avez parlé du sport entreprise parce on est un peu, on est dynamique là-dessus au niveau de la FFCO. Il faut que les gens y aillent, hein. Euh, Dans un premier contact au niveau avant d'appeler les entreprises pour du mécénat, ce contact-là de faire proposer des services pour les salariés, que ce soit dans le sport santé, que ce soit dans le handicap et compagnie, il faut y aller parce que là, ça répond positivement. Et ensuite, dans Mhm. un deuxième temps, si ça s'est bien passé, on peut retourner les voir pour un petit coup de mécénat. Ouais, bah super. Merci en tout cas d'illustrer mon propos avec votre retour d'expérience, c'est super. Merci beaucoup. Euh, alors, Monsieur Gélin, donc je vous autorise le micro. Hop, parfait. Oui, bonjour. Moi, c'est une toute simple question. J'ai un particulier qui, lors de notre repas de fin d'année, un membre du comité directeur offre le repas. Donc, du coup, on lui fait un CERFA, mais du coup, est-ce que c'est le CERFA, comme vous avez précisé, je connaissais pas, moi, le 2041 RD. Donc, est-ce que c'est celui-là que je dois lui faire ou c'est l'autre? Alors, redites-moi qui vous fait le don à J'ai l'avance? j'ai un membre du comité directeur. On fait un repas de fin Ouais. d'année et c'est Et lui c'est qui lui qui paye le paye en son nom prestataire. propre? Voilà. C'est lui qui paye en son nom propre ou c'est le prestataire qui vous offre? Non, non, c'est un membre c'est pas le prestataire, non, non, c'est un des membres du comité directeur qui paye la prestation au Ok. prestataire. Et voilà. Ouais. Bah, du coup, effectivement, là, ça va être le 2041. Alors, je n'ai plus la référence de. Voilà, mais c'est celui qui est associé au particulier. Ok, d'accord, d'accord. Ce sera pas celui pour les entreprises. Ouais, voilà, Donc, c'était juste cette précision-là que 2041 j'avais. RD, ouais. Ouais, ouais, ok. C'était cette précision-là que j'avais besoin. Merci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je prends les deux dernières questions, du coup, donc avec Jean-Pierre Rouillet. Je vais vous autoriser le micro. Allez-y, Jean-Pierre. Oui, oui, bonjour.
Une Bonjour. remarque aussi au niveau du passage entreprise, enfin par rapport à la fiscalité, il y a le SAS français qui a créé ça, l'ancien président me l'avait dit. Ils ont créé 3 sociétés, une pour les restaurants, une pour les ventes de textiles, et une autre, je ne sais plus, pour leur golf, les choses comme ça, quoi. Et d'ailleurs, ils ont rudement bien fait, mais les présidents, parce qu'ils ont exposé les chiffres qu'ils avaient fait au départ. Bah, c'est juste une expérience comme ça. D'ailleurs, du côté, c'est pas d'exemple, bah, va vers le Stade français, eux, ils l'ont fait et ils ne regrettent pas. Et la question que je voulais poser, c'est que bon, il y a un CERFA pour le mécénat, mais quand on fait du sponsoring, on ne peut pas faire de CERFA, alors c'est ça, non? J'ai mal compris. Ah bah, oui, oui, du coup, c'est vraiment cette distinction-là qui est primordiale. C'est-à-dire que alors vous étiez peut-être pas là au début du Si, j'étais webinaire, au mais début, mais justement, je me pose la question, je suis complètement paumé, parce que par rapport à ce que font les gens au club, ils font des CERFA à tout le monde. ah oui, non, non, non. En fait, si vous voulez, le sponsoring, c'est une activité commerciale qui répond, donc c'est Oui, il y a la une prestation. compensation, effectivement, le gars, il achète des maillots, il paye le boucher, il paye des maillots, mais il n'a pas le droit en plus au CERFA. On est bien d'accord? C'est ça? C'est-à-dire, Le, le, redites-moi un peu le plus. boucher, il paye des maillots, un jeu de maillots. Et en Ouais. échange, il veut qu'on ait acheté les saucisses et les merguez chez lui pour le tournoi. Très bien. Bon, c'est ce qui est marqué dans le contrat. Mais il ne peut pas avoir un serfin en plus, si. Bah là, alors avec les éléments que vous me donnez là, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement il y a une contrepartie et qu'on est plus dans de la prestation. Donc dans ce Oui. cas-là, effectivement, on serait sur du sponsoring, pas du mécénat. Ouais, Non, ben, on est loin du mécénat, à mon avis, bien sûr, oui. Donc le CERFA est bien uniquement lié pour le mécénat. On est bien ouais, c'est d'accord. ça, exactement. Ouais. Il n'y a pas de déduction L'entreprise ou fiscale pour le particulier. sponsoring. OK, C'est vraiment d'accord, la distinction très très importante d'accord. et ce qu'on veut Ben, que vous merci, reteniez j'ai la réponse, ça me sur ce suffit. webinaire-là. Merci, Wanda. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, dernière question. Donc, est-ce que les inscriptions à une compétition de masse organisée par notre club type marathon sont considérées comme des recettes commerciales, compétition inscrite au calendrier fédéral de la FFA, et si ces recettes deviennent des recettes commerciales, est-ce que cela risque de remettre en cause l'intérêt général de l'association? Euh, alors, sur le cas particulier de l'athlétisme, c'est une bonne question. Je vous recommanderais quand même de vérifier peut-être avec la FFA directement parce que c'est un peu particulier le cas de la FFA puisque c'est des compétitions en fait qui sont ouverte à tout le monde. Donc, effectivement, il y a des recettes qui pourraient s'apparenter à des recettes lucratives, mais en même temps, c'est dans l'objet de votre association d'organiser des manifestations sportives. Donc, j'aurais tendance à vous dire de vérifier ce cas-là précisément avec la FFA. Je préfère rester prudent dans ma réponse pour pas vous emmener sur un sujet qui est un petit peu peut-être un peu délicat et je pense qu'en leur demandant à la FFA, ils pourront peut-être vous dire un petit peu comment gèrent les autres organisateurs de compétitions au calendrier, enfin sur des compétitions inscrites au calendrier fédéral. Donc le mieux effectivement c'est de vérifier ça directement avec eux parce que effectivement dans ce genre de situation on est quand même sur un peu une ligne de crête entre activité non commerciale et activité commerciale, même s'il y a quand même une bonne partie des recettes qui sont, à mon sens, enfin, qui pourraient être considérées comme lucratives. Alors, dernière question du coup, pour Madame Loupien, je vous autorise le micro et puis après, on clôturera le webinaire. Alors, il faut juste désactiver le micro en plus, ouais. Pardon. Oui, juste pour, vous avez bien dit qu'il faut le CERFA pour. Ça veut dire que quand on actualise un sponsor sur de la convention de prestation, comment ça se Alors, passe en termes de contractualisation? est-ce que vous pouvez répéter? Ça a un petit peu bugué, je sais pas pour. Enfin, nous, on vous a pas bien entendu, en tout cas de notre côté. Là, vous m'entendez? C'est un petit peu haché. Mais j'ai compris que c'était sur la contractualisation. Attendez, Ah, là, c'est. voilà. Si on est sur le CERFA, les deux CERFA dont personne CERFA pendant les personnes morales, enfin les associations, les entreprises
qu'en est-il du sponsoring en termes de contractualisation? On est sur des conventions? Ouais, c'est ça. En fait, on peut être sur une convention de mécénat. Donc, la convention de mécénat, c'est ce qui va permettre de cadrer la relation avec le mécène. Donc, de savoir, bon, bah, eux, ils s'engagent à verser tant à telle date. Et enfin, en contrepartie, il y aura du coup l'édiction d'un CERFA, d'un reçu fiscal pour que le mécène prétende à une déduction fiscale. Le contrat de sponsoring, c'est un autre type de contrat, du coup, qui est séparé et qui permet en fait enfin, c'est vraiment de l'activité commerciale pure, c'est-à-dire que c'est un contrat qui se négocie sur chaque clause où justement, ben là, faudra adapter bah, toutes les clauses aux obligations et du club et aux obligations du sponsor. Souvent, l'obligation du sponsor, ça va être de payer le prix, mais l'obligation du club, ça sera d'apporter de la visibilité, etc. Et là, dans ce cas-là, par contre, il n'y aura pas le droit au CERFA. Il n'y aura pas le droit de prétendre au CERFA. Et y aura-t-il possibilité qu'avec le PowerPoint, il y ait un exemple de convention ou de contractualisation pour... Du coup, comme je le disais, tous nos modèles de contrat, vous pouvez les retrouver sur le site internet Accès donc Club. Et après, vous allez dans Documents ressources juridiques et vous verrez, il y a un exemple de convention de mécénat et un exemple de convention de contrat de partenariat. Et après, vous regardez un petit peu et puis vous pouvez adapter sur chaque point bah, ce que vous voulez garder, etc., du modèle de contrat. Comme on le disait justement pendant ce webinaire, il n'y a pas de convention type qui existe, il n'y a pas d'obligation légale en la matière sur des clauses qu'il faudrait absolument enfin, qui doivent être absolument présentes. Mais à notre sens, ça reste quand même très important de bien déterminer les obligations de chaque partie pour éviter justement de l'interprétation qui peut être après défavorable à la relation contractuelle avec le sponsor ou avec potentiellement le mécène, même si c'est dans une moindre mesure. Voilà. Donc, on va clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre présence. On espère que ça a été intéressant pour tout le monde, que le message est passé et que vous avez réussi à bien comprendre la différence entre les deux et un petit peu tout ce qu'on voulait vous faire passer comme message. Merci à vous pour votre présence et pour vos participations. C'est toujours super d'avoir autant de monde. Et puis, comme je vous le disais, on vous enverra donc le support et le replay par mail. Voilà, très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.